Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Capsule, les informateurs avec le monde du hockey, barre oblique, News. Salut William, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Grosse semaine quand même dans le monde du hockey. Gros développement majeur, je parlerai plus au niveau junior, mais on a quand même là, des nouvelles de la Ligue nationale. D'ailleurs, l'équipe Canada Junior a envoyé une invitation, je vais te laisser en parler tantôt. Mais je te laisse débuter avec ta première nouvelle, on met la table, let's go. La première nouvelle, c'est sorti aujourd'hui pour débuter. On a appris que le Temple de la renommée du hockey n'intronisera pas une QV 2021. On sait que la QV qu'ils devaient introniser en 2020, il devait y avoir une cérémonie le 16 novembre prochain à cause justement de la COVID-19 et présentement ce qui se passe dans le monde. On sait beaucoup de choses sont reportées, beaucoup de choses qui ne se présenteront pas présentement. Donc, cette cérémonie pour la QV 2020 va être reportée à une date ultérieure. Et donc, ben, du côté du Temple de la renommée ainsi que toute l'organisation, on a décidé de faire en sorte que la QV 2020, eh bien, on va laisser ça de côté pour cette année. Et ben, c'est certain qu'il n'y a pas des joueurs qui vont être pénalisés. Exemple, c'était leur dernière année d'admissibilité, on ne les pénalisera pas. Là. On ne va pas dire, OK, bon, ben, tu n'auras plus ta chance, on va leur laisser une autre année, ça c'est sûr. Mais pour la QV 2021, 2020, pardon, je vous rappelle que Yaron Miguel, l'ailier Marian Ossa, les défenseurs Kevin Lowe et Doug Wilson, ainsi que la gardienne Kim Saint-Pierre et le directeur général Ken Holland devaient être intronisés et seront intronisés aussi. En 2021, on devait voir les frères Sedin, Henrik Zetterberg, Nash, Caroline Ouellette devenir éligibles, alors que les Alexander Mogilny, Daniel Alfredson, Rod Brindamour, Théoren Fleury et Sergei Gonchar étaient aussi admissibles pour une autre année supplémentaire alors qu'ils n'avaient toujours pas fait leur entrée au Temple de la renommée encore. James, juste savoir, pour toi, est-ce que c'était la meilleure des décisions de faire en sorte que cette année, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de nouvelle QV 2021. Ou selon toi, on aurait pu le faire et d'une autre façon? Je pense que bien évidemment, c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Puis c'est sûr que c'est décevant. Là. Je veux dire, c'est plate pour tout le monde. C'est une nouvelle décevante qu'on a pris aujourd'hui à ce niveau-là. Mais une façon qu'on aurait pu faire, c'est en ligne. Je veux dire, pourquoi pas? De façon virtuelle. Ça aurait pu se faire. Je pense que c'est quelque chose que, année après année, là, c'est quelque chose qu'on est habitué de voir, le temps de la renommée. C'est toujours une belle marque pour les joueurs qui sont intronisés. Je dirais que c'est des beaux cadeaux pour ces personnes-là. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait vraiment dû faire. Puis je trouve ça décevant. Puis comme je dis, Gala virtuel, on aurait pu le faire. Écoute, la Ligue nationale de hockey ne s'est pas tournée vers cette option-là, mais il y a plusieurs autres ligues et puis domaines de sport qui ont fait plusieurs choses virtuellement. Le repêchage a été fait de cette façon-là. La LGMQ a souvent utilisé des façons comme ça. Il y avait moyen de le faire. La Ligue nationale a décidé autrement, puis c'est correct aussi. J'ai hâte de voir comment que ça va se relancer pour 2021. Euh, ben, pas 2021, mais pour la prochaine QV, pour la suite des choses. Là. Donc, c'est décevant, mais tu l'as dit, les joueurs ne seront pas pénalisés pour ça. Donc, ça, sur moi, c'est une bonne nouvelle. Mais là, ça, c'est plate. Oui, bien, James, tu l'as dit, les repêchages sont faits, mais c'est vraiment en 2020, tu regardes ça, les repêchages sont faits de façon virtuelle. S'il y a des événements importants pour chacune des ligues, pardon, c'est fait de façon virtuelle aussi. Si c'est la loterie du repêchage, normalement, c'est fait virtuellement. Je pense qu'on aurait pu se tourner sur ce côté-là. Et par la suite, ben, James, tu l'as dit, c'est quand même une belle tradition, je veux dire, quand ils sont intronisés, les cérémonies, les speeches qu'il y a. Je pense que c'est une belle tradition et ça, on aurait pu le faire, je pense, dans le futur avec exemple la QV 2020 ainsi qu'exemple la QV 2021 qui va sûrement être 2022 ensemble. On aurait pu faire la même cérémonie pour eux ensemble. Je pense que ça aurait été bien. Et aussi, une autre chose, le fait que la cérémonie, tu sais, actuellement, les cérémonies pour le Temple de la renommée, c'est pas vraiment télévisé. Tu sais, je veux dire, exemple que tu t'en vas, surtout au Québec, là, je veux dire, c'est pas vraiment télévisé. TVA Sport va pas mettre ça au RDS, là, par exemple. C'est certain qu'un réseau, par exemple, TSN va peut-être plus le mettre ou Sportsnet, mais je veux dire, ça aurait été une belle occasion pour avoir peut-être un peu plus cette image et cette visibilité-là de ce côté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Ah, ce joueur-là a été intronisé, puis tu ne le savais même pas avant la cérémonie, juste le lendemain. Ce qui veut dire que ça aurait pu être une belle visibilité et une bonne opportunité aussi, je pense, du côté de la Ligue nationale. Ouais, surtout que présentement, il n'y a pas d'action dans la Ligue nationale. Donc, ça aurait été quelque chose de beau à voir, comme tu l'as dit. Année après année, on est habitué, puis ça fait de beaux moments pour tout le monde. Mais bon, la Ligue nationale, comme je l'ai dit, tu l'as dit, on a décidé autrement. Hâte de voir la suite. Oui. Maintenant, James, deuxième nouvelle, tu en as parlé tantôt. Les joueurs qui ont été invités au camp d'équipe Canada Junior, on sait que cette année, ça va être vraiment une équipe exceptionnelle. Vraiment, beaucoup, beaucoup de talents et de joueurs de grands talents qui vont même être retranchés cette année. Il y a 47 joueurs qui ont été invités par André Torigny ainsi que la formation d'équipe Canada Junior, dont 9 de la LHJMQ.
sur les 47, comme j'ai dit. Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, Maverick Bourque, Xavier Simoneau, Justin Barron, Jordan Spence et Lucas Cormier sont tous invités. Ce sont les 9 représentants de la LHJMQ. Alexis Lafrenière n'a pas été invité. C'est juste que ses droits n'ont pas été justement prêtés par les Rangers encore. Ça pourrait se faire et il pourrait aussi participer, encore une fois, pour Équipe Canada Junior lors des prochains championnats mondiaux de hockey junior. On peut aussi compter le gardien Devon Levy en tant que Québécois, en fond, qui pourrait participer au tournoi. C'est l'un des 5 gardiens qui a été invité au camp d'équipe Canada Junior. Il est né à Dollard-des-Ormeaux, donc c'est une possibilité d'avoir un Québécois supplémentaire. Il va évoluer cette année pour les Huskies de l'Université de Northeastern. Dans les autres noms qui sont au camp présentement, on a le nom de Kirby Dack. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que l'année passée, Kirby Dack n'a pas été prêté par les Blackhawks pour participer au camp ainsi qu'au tournoi avec l'équipe canadienne. Et cette année, les Blackhawks sont prêtés, on le comprend, là, avec le fait que le tournoi ne se présentera pas, va être présenté avant justement que la saison commence. On peut comprendre justement que le joueur peut prendre de l'expérience, avoir un peu de hockey, de la compétition aussi avec le hockey commence. Donc, c'est de l'expérience qu'un joueur peut avoir, mais c'est quand même une situation qui est vraiment rare à voir, là, qu'un joueur n'est pas admissible une année et va revenir l'année d'après, ce qui est quand même spécial. Parmi les invités, il y a 26 choix de première ronde quand même au camp d'équipe Canada Junior, ce qui est impressionnant. Sur l'équipe qui devrait y avoir, l'équipe finale, il devrait y avoir un minimum de 6 joueurs qui étaient de l'édition de l'année passée. Je dis un minimum de 6 joueurs, surtout si on peut revoir Alexis Lafrenière avec la formation. James, 2 questions pour toi, premièrement. Parmi les représentants de la LHJMQ, qui sont, selon toi, les joueurs qui pourraient et devraient se faire un poste avec l'équipe canadienne? Et aussi, est-ce qu'Alexis Lafrenière devrait participer au tournoi s'il a la chance et est prêté par les Rangers? Première question, pour revenir aux joueurs de la LHJMQ qui pourraient être pris dans l'équipe d'André Tourigny pour le fameux championnat mondial junior. Il y en a pas mal de bons. Hein? Moi, j'aurais Jacob Pelletier, je pense que c'est un gars qui peut se faire une place sur un 3e trio de belle façon dans l'équipe canadienne. Dawson Mercer, je le revoirais parce qu'il était là l'année passée. Je pense qu'il est capable d'être là. Choix de première ronde, je l'ai dit. Puis c'est un bon joueur de hockey, Dawson Mercer, exceptionnel. Hendrix Lapierre, j'avais parlé avec la prolongation à la JMQ avec notre ami Will Suarez-Laplante. On avait tous deux dit qu'on aimerait ça voir Hendrix Lapierre. Ça va être difficile pour Lapierre. Il va se batailler jusqu'à la fin du camp, j'ai l'impression. Il n'y a rien de garanti dans son cas. Mais qui sait, s'il est capable de se prouver, qu'il fait belle figure devant André Tourigny, peut-être que ce dernier va être capable de le garder avec son équipe. Peut-être aussi comme 13e attaquant. Puis s'il n'y a rien de mauvais, 13e attaquant, là, il y a 2 ans, c'était Alexis Lafrenière, le 13e attaquant. Je comprends qu'il était plus jeune que tout le monde, mais on a vu ce qu'il a fait l'année passée, c'était assez exceptionnel, merci, avec l'équipe canadienne. Donc, Hendrix Lapierre, 13e attaquant, j'aimerais ça personnellement. Jordan Spence et puis Justin Barron, Justin Barron, défensivement, c'est 2 gars à ne pas oublier. Hein. Tu regardes les défenseurs que là, il y a des bons défenseurs, mais je pense que c'est vraiment 2 gars défensivement à ne pas oublier. 5e, 6e défenseur, 2 gars qui pourraient faire leur place. Jordan Spence, quel défenseur offensif, il a produit de belle façon l'année passée dans la LHJMQ. Il avait été nommé sur l'équipe d'étoiles, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, je vais être Pelletier, Mercer, Lapierre, Spence peut-être, Baron peut-être. Et puis voilà, c'est ça pour moi. Deuxième question, Alexis Lafrenière. Je peux pas croire que s'il est libéré par les Rangers et qu'on lui donne l'autorisation d'aller jouer, il ne reviendra pas. Tu comprends? Moi, j'aimerais ça le revoir, puis tout le monde aimerait ça le revoir. Quand tu es partisan de hockey, dans le premier show total, il va devenir une vedette montante avec les Rangers de New York. Tu veux le voir dans ton équipe. Écoute, il a été exceptionnel l'an passé. Qu'est-ce qu'il pourrait faire cette année? Ça va à lui de démontrer. Là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur la scène de compétition. Je veux dire, il n'y a pas eu d'action depuis un bon bout. Ça devrait juste être wow. Là. Écoute, la Ligue nationale de hockey, on l'a dit, ça va recommencer déjà dans. On parlait de janvier, là, on parle même de repousser ça encore. Là. Donc, voir du hockey de haut niveau, de compétition, ça commence dans le temps de Noël. Je pense que ça va être vraiment bon pour le Canada. Puis pour Lafrenière, ça va être encore une belle expérience. Je veux dire, oui, il n'y a plus. Ben, dans un sens, il n'y a quasiment plus rien à prouver avec tout ce qu'il a fait. Mais je veux dire, vas-y, là. Fais tout du fun, puis vas-y. Je pense que ça serait la meilleure décision pour lui. Mais encore là, ça va rester à voir. Là. Je pense que rendu là, si les Rangers l'envoient, ça va vraiment être sa décision. Écoute, s'il veut revenir pour justement finir en beauté son parcours avec l'équipe Canada Junior, remporter une autre fois la médaille d'or, prendre de l'expérience encore plus, ou s'il se tourne vers l'idée qu'il ne revient pas parce qu'il pense qu'il n'y aurait rien d'autre à prouver. Ça serait plate pour nous les partisans de hockey, mais s'il revient, attention. Canada, ça va être assez exceptionnel, merci. Déjà que j'en ai parlé aussi avec Will Suarez.
le pool du Canada dans les rondes préliminaires. C'est pas les forces de frappe. Il n'y a pas les États-Unis, t'as pas la Russie, t'as pas la Suède. Fait que, en tout cas, il y a des clubs qui vont devoir bien se tenir contre le Canada, parce que sans ça, ça va être dégelé. Ouais. Dans la ronde préliminaire, du moins. Oui, bien, Yann James, pour revenir sur la première question que je t'avais posée, tu m'as dit ceux qui pourraient représenter justement le Canada, par exemple la LHMQ pour le Canada. Hendrix Lapierre, James, hein, je ne veux pas, c'est quelque chose de très plausible. Surtout si on se rappelle à la Coupe Pelinka Gretzky, la chimie qu'il avait avec un certain Cole Perfetti. Si jamais ces deux-là peuvent le reproduire durant le camp d'entraînement, pouvoir, par exemple, sur un troisième, quatrième trio, reproduire cette chimie-là ensemble, parce qu'on sait que Cole Perfetti, il y a des très bonnes chances aussi qu'il soit sélectionné avec la formation canadienne. Ça pourrait vraiment être tout un cadeau justement pour André Tourigny de pouvoir avoir ces deux joueurs-là compétitionner de brillante façon pour son équipe avec, justement, je l'ai dit, 6 joueurs qui vont revenir au minimum. Par la suite, tu l'as dit, Jordan Spence, tu l'avais dit, oui, sur l'équipe d'étoiles, mais aussi le défenseur de l'année dans la GMQ la saison dernière. C'est un gars exceptionnel. Et tu l'as dit, James, c'est un gars qui pourrait vraiment surprendre plusieurs. Je pense que beaucoup ne voient pas nécessairement un gars comme Jordan Spence se faire un poste avec l'équipe canadienne junior, justement avec tous les bons défenseurs, par exemple, de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest, qu'il va y avoir justement cette année là, dans la QV. Mais malgré tout, c'est un nom à retenir comme par exemple un 5e, 6e, peut-être 7e défenseur pour l'équipe Canada. Et pour revenir, tu disais, Alexis Lafrenière, il y a aussi le point que les Rangers, si tu as vraiment peur que le joueur se blesse, je veux dire, je sais, James, que tu n'aimes pas ça, cet argument-là, mais veux pas une formation comme les Rangers, c'est le premier choix au total. S'il arrive une blessure, par exemple, on sait qu'Alexis Lafrenière s'était blessé justement dans le tournoi l'année passée. Tu ne veux pas une blessure pour un joueur et ainsi que ça change peut-être son parcours dans le futur ou peu importe. Je sais que c'est un. Selon moi, si c'est juste de Lafrenière, il va participer justement au championnat mondial de hockey junior. Je pense que représenter ton pays, c'est le plus grand honneur que tu peux avoir justement pour un athlète professionnel. À part si peut-être gagner la Coupe Stanley pour certains. Ouais. Mais je veux dire, Lafrenière, c'est le choix selon moi. Il va y aller. Mais du côté des Rangers, c'est peut-être juste ça le point intéressant. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore laissé et prêté aussi à l'équipe canadienne. Ben, je suis sûr, pour moi, les Blackhawks de Chicago ont pris la bonne décision avec Kirby Dach. À voir si les Rangers vont faire de même. Moi, j'aimerais vraiment ça, comme je l'ai dit. Tes risques de blessure, tu sais, on va se le dire, présentement, on ne sait pas ce qu'il fait Lafrenière. On sait qu'il s'entraîne, on ne sait pas avec qui il joue, on ne sait pas où il joue. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas revenu à Rimouski dans la GMQ. Fait qu'on peut pas vraiment discuter là-dessus, mais des risques de blessure, il y en a partout. Hein. À chaque fois que tu joues au hockey, tu joues des matchs de compétition, il y en a des risques de blessure. Donc, moi, je veux le voir revenir. Écoute, il n'y a rien qui. Je sais qu'il y a des risques de blessure, mais tu comprends que c'est pas un argument qui est valable tant que ça. Là. Il y en a partout des risques de blessure. Dès que tu joues au hockey, il y a une chance de te blesser. Là. Tu peux pas juste penser à ça. Là. Tu sais? Ouais. Puis en plus. James, je veux pas. C'était une formation ainsi qu'une organisation. Il faut que tu y penses. C'est quand même quelque chose qui entre en compte. Viens pas me dire le contraire, James. Viens pas me dire le contraire. C'est certain que c'est quelque chose qui entre en compte. Mais parfait, on ne le fera plus jouer. Il va se blesser, on ne le fera plus jouer. Alors, je dis pas ça, James. Je dis juste que c'est vraiment quelque chose qu'une organisation. Tu vois pas que les Rangers n'ont pas réfléchi à ça. C'est ton. Non, c'est sûr qu'ils ont réfléchi. Mais non, moi, mais moi, j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. C'est mon opinion là-dessus. Mais James, c'est juste que ce que je te dis, c'est que l'organisation doit y penser et c'est possiblement une des raisons pourquoi Lafrenière n'est pas justement aucun équipe Canada Junior présentement. Ben, pas présentement, mais je veux dire, il n'est pas déjà de la liste pour le camp d'entraînement. On a lu quelque part, puis j'ose espérer qu'il y a encore de l'espoir. Je veux dire, si les Rangers vont à libérer, ça va être la décision de Lafrenière rendue là. C'est vraiment le gros bout du bâton présentement à partir des Rangers de New York. Puis j'espère qu'ils vont prendre la meilleure décision possible pour le développement du joueur. Donc. Il ne faudrait pas être surpris, je pense, que Lafrenière soit avec l'équipe Canada Junior. Je ne serais pas surpris de mon côté. Là. Bon, ça, j'aime ça entendre ça. Mais pour revenir, tu as parlé de Lapierre, là. En plus, il connaît un bon début de saison. Là. On sait que les Saguenayens sont arrêtés. Mais il connaissait un bon début de saison chez Chicoutimi avec Dawson Mercer, justement. Tu as parlé de Cooper Freely, la chimie qu'il avait. C'est très possible qu'il fasse l'équipe, honnêtement. C'est vraiment la mononucléose qui l'avait ralenti dans les dernières années. Sinon, c'est tout un joueur de hockey, Hendrix Lapierre. Donc, j'avais dit 13e attaquant, mais ça va être à lui de se prouver. Moi, je pense que sa place n'est vraiment pas faite avec tous les joueurs qu'il a là. Mais s'il performe de belle façon, comme j'ai dit tantôt, ce serait le fun de l'avoir dans l'alignement. Oui, ben, je pense aussi, James, une chose qu'il faut mettre en compte, c'est le fait qu'il a été choisi jusqu'au 22e rang par les Capitals de Washington. Ça va jouer encore dans sa tête. Il veut prouver aux gens que non, les blessures, ça ne l'a pas ralenti, qu'il est encore un excellent joueur, puis un joueur qui aurait été choisi dans le top 10 du dernier repêchage, comme on l'avait prévu au début de la dernière saison. Ça promet, mon Will. Il va y avoir de la compétition en interne, c'est tout le temps bon, ça, pour une équipe de hockey. Oui. Maintenant, troisième nouvelle, on va passer aux agents libres dans la Ligue nationale. On revient avec le circuit Batman.
Alex Galchenyuk s'est trouvé du boulot. Après autant de temps d'attente, il a réussi à se trouver un contrat d'1 an, 1 million, 0,5 avec les Sénateurs d'Ottawa. Ça a été une saison difficile là, pour Galchenyuk la saison dernière avec les Penguins ainsi que le Wild du Minnesota. Seulement 24 points, dont 8 buts en 59 rencontres. Ça a été très, très, très difficile pour lui. Beaucoup pensaient que peut-être que c'était même terminé pour lui dans le circuit Batman. Du côté des Sénateurs, on sait qu'il y a de la place. Toujours de la place. C'est pas une équipe avec beaucoup de profondeur. Hein. C'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs pour la saison prochaine. Ça se peut, par contre, que Galchenyuk prenne la place d'un jeune. Ça, c'est pas toujours possible. On en reparlera, James, après que j'ai dit les deux prochaines nouvelles. De leur côté, les Sabres de Buffalo ont signé leurs 3 joueurs autonomes avec restriction, dont Sam Reinhart, un contrat d'1 an, 5,2 millions. Linus Ullmark, un contrat d'1 an, 2,6 millions. Ainsi que Victor Olofsson, un contrat de 2 ans, 3,05 millions par année. L'Avalanche, eux, ont réussi à s'entendre avec le défenseur agent libre avec restriction qu'ils ont acquis des Islanders contre 2 choix de deuxième ronde plus tôt lors de la saison morte, soit Devon Toews, un contrat de 4 ans d'une valeur de 4,1 millions annuellement. C'est quand même un gros contrat pour Devon Toews, un des défenseurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale de hockey. Du côté de d'autres équipes, Tyler Bertuzzi, Chris Tierney et Aiden Fleury ont tous signé des contrats aussi. C'était des agents libres avec restriction, eux aussi. Pour Bertuzzi, c'est un contrat d'1 an, 3,5 millions. 2 ans, 3,5 millions par année pour Chris Tierney et un contrat de 2 ans, 1,3 millions par année pour Fleury, qui est justement le frère aîné de Kale Fleury pour les Partisans du Canadien de Montréal. James, je te demande premièrement, est-ce que Galchenyuk va être capable de se relancer avec les Sénateurs? Je pense que c'est une question bizarre, justement, de dire avec les Sénateurs, peut-il avoir du succès? Surtout que les Sénateurs vont être encore en reconstruction l'année prochaine. Mais peut-il redevenir un joueur aussi, je dirais, flamboyant qu'il avait été avec les Canadiens lors d'une saison de 30 buts, par exemple, pour lui? Puis, est-ce que pour les Sénateurs, c'est une bonne acquisition aussi? Probablement sénateur, moi je pense que c'est un risque qui coûtait pas cher. Le salaire en justifie ce que je dis. Là, c'est 1 an, un petit peu plus d'1 million. Puis Gatchin a gagné quasiment à 4,9, si je me trompe pas, là, par cœur de mémoire, je suis pas certain, mais c'était un gros contrat, puis il performait pas. Fait que là, tu lui donnes 1 an. C'est peut-être même un contrat de dernière chance à la Ligue nationale pour Galchenyuk, qu'on se le cachera pas. Là. Mais encore là, Galchenyuk, c'est pas un gars de 35 ans, fini, puis on dit sa dernière chance. Non, Galchenyuk est encore un joueur dans son prime. Il est capable de se relancer, moi je pense que oui. Avec Ottawa surtout, tu as mentionné tantôt qu'il pourrait prendre la place d'un jeune. Ben oui, c'est plate de même, mais je pense que ça peut être ça. Galchenyuk, il va peut-être jouer sur un top 6, c'est quelque chose de possible. C'est un troisième trio. Écoute, DJ Smith, l'entraîneur-chef là-bas, lui, c'est ce qu'il veut, là. C'est soir après soir être capable d'avoir les meilleurs joueurs possibles avec le meilleur alignement possible pour se donner justement une chance de gagner match après match. Même si c'est un club en reconstruction, si Galchenyuk est, selon l'entraîneur, un joueur mieux placé dans l'alignement qu'un jeune, ben, il va placer Galchenyuk plus tôt dans son alignement sur, par exemple, un deuxième trio, tu comprends? Pierre Dorion aussi, Galchenyuk. Ça va être à DJ Smith de voir ce que Galchenyuk peut lui donner. Surtout avec le camp d'entraînement, ça va beaucoup jouer pour Galchenyuk. S'il connaît un bon camp là, pour le début de saison, il va pouvoir peut-être commencer sur un top 6. Puis oui, il peut se relancer. Écoute, moi, j'ai aucun doute qu'avec Sénateur d'Ottawa, il peut jouer sur une des 2 unités d'avantage numérique. Galchenyuk, c'est un gars qui a un bon lancer. Hein, des mains. Il va falloir qu'il l'utilise. Raison qu'il a manqué juste 8 buts dans la dernière saison, c'est que oui, son temps de jeu était en baisse, là, parce qu'il ne donnait pas les rendements espérés. Mais un certain manque de confiance également. Et quand un joueur manque de confiance, ben, entre une passe et shooter, il fait la passe de trop. Quand tu es dans une bonne position, tu as un bon lancer comme Galchenyuk, tu l'as dit, déjà marqué 32 avec le Canadien de Montréal, ben prends le lancer, donne-toi une meilleure chance de marquer, tu comprends? Donc oui, Galchenyuk peut se relancer à Ottawa, est capable d'avoir du temps de glace de qualité avec une jeune équipe, mais une équipe qui, attention, avec une acquisition comme Dadonov, j'aime beaucoup ça. Stem Tuzel pourrait peut-être commencer la saison, on ne le sait pas. Je trouve que les Sénateurs ont perdu du clair, c'est vrai. Un joueur qui a marqué en haut de 25 buts pour eux l'an passé ou à peu près, là. Mais avec un Galchenyuk, c'est un bon plan B. Moi, je pense que oui. Il peut se relancer, puis tu sais, il va falloir qu'il se relance, parce que sinon, je l'ai dit, ça peut être sa dernière chance. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Will. Tu sais, Galchenyuk, c'est peut-être pas un joueur aimé de tous. C'est peut-être un joueur, je dirais, lâche à certains moments. Mais avec le talent qu'il a, si, il a tout à prouver en ce moment, là. Il n'y a pas grand monde qui. Il n'y a pas une grande valeur, c'est ça que je veux dire. Donc, il a tout à prouver pour refaire une valeur, se refaire un nom dans la nationale. Puis, qui sait, aider les sénateurs, peut-être pas à rentrer en série parce que c'est un club en reconstruction, mais justement, aider la reconstruction à Ottawa. Ouais, ben, juste commencer, James, tu as amené le point de Duclair. Je pense que c'est un point très important, juste le fait, parce que les sénateurs voyaient que Duclair, ben, ça ne répondait pas rapidement.
justement. Et c'est ça, c'est le plan B, James. Justement, ils ont dit, ah ben, Duclair, ça répond pas rapidement, mais je vais y aller avec Galchenyuk, un contrat qui va être beaucoup moins cher. On sait que Duclair va avoir un meilleur contrat. Bon, juste revenir à ce que tu me disais, James. Oui, Galchenyuk, selon moi, peut se relancer. J'en suis convaincu. Sur un top 6, je ne suis pas sûr qu'il va avoir le temps. En début de saison, je ne suis pas sûr qu'il va être sur un top 6. Il va sûrement plus être sur un top 9. Il va devoir gagner, je pense, la confiance de DJ Smith. Peu importe le camp d'entraînement qu'il a. Je ne pense pas que Galchenyuk va jouer au camp d'entraînement et être le meilleur joueur. Je peux quasiment déjà oublier ça. Ce ne sera pas ça. Mais je veux dire, je pense que plus la saison va évoluer, je pense que c'est un joueur qui va vouloir prouver. Je ne pense pas que c'est un gars qui va avoir énormément de pression non plus. Je pense qu'à Pittsburgh, il y avait de la pression, je ne veux pas. À Montréal, la pression, justement, après une saison de 30 buts, on le sait, la pression à Montréal, c'est quoi? Par la suite, en Arizona, je ne veux pas dire que c'est un gros marché. Ce n'est pas un gros marché du tout, mais je veux dire, tu fais partie d'une transaction avec Max Domi, qui était un espoir et un jeune joueur important pour les Coyotes. Je veux dire, il y avait quand même des attentes, je pense, autour de Galchenyuk. Il ne les a pas respectées non plus. C'est peut-être juste une question de ça, une question de confiance, oui, mais entre les deux oreilles, la pression qu'il y avait était peut-être un peu trop forte pour le joueur. Et je ne veux pas, en allant à Ottawa, il n'y a pas de pression. C'est une dernière chance, puis tu donnes ce que tu as donné. Puis si tu veux vraiment rester dans la nationale, c'est ce qui. You go for it. C'était quelque chose qui se devait pas. Il ne pouvait pas passer à côté. C'est une chance qu'il y a eu. Mais on parle pour parler, Will. En Arizona, il y a juste moi, mais il me semble qu'il n'a pas été si pire que ça. Ils ont quand même réussi à l'échanger pour un Phil Kessel qui est un bon joueur d'hockey. C'est vraiment l'année passée que ça a été le gros déclin pour lui. Je trouve qu'en Arizona, c'était peut-être pas la grosse saison, vu que surtout que Domi a performé haut la main à Montréal, 72 points, on s'en rappelle. Mais il a quand même réussi à l'échanger par la suite avec Phil Kessel, qui est quand même un joueur important pour eux. Là. Je veux dire, en tout cas, je trouvais que c'était pas une grosse saison de Galchenyuk, mais c'était pas si pire non plus. Là. Ben, premièrement, on va se dire, Rutherford, c'est une de ses pires transactions à Pittsburgh. Là. En effet. Mais non, ça n'a pas été si pire avec les Coyotes, mais est-ce qu'on s'attendait à mieux? Oui. Je pense qu'il y avait des attentes plus élevées, puis c'est pour ça qu'on était chercher Kessel et donner justement Joseph dans une transaction qui est un des meilleurs espoirs défensifs qu'ils avaient du côté des Coyotes à l'époque. C'est peut-être c'est juste ça que je veux dire. Est-ce que du côté des Penguins, vraiment, c'était Galchenyuk qu'on avait en tête là-dessus? Peut-être. Peut-être vraiment que c'était ce troisième centre-là avec Galchenyuk que tu avais en tête. Puis Joseph, c'était juste un espoir pour faire en sorte que la transaction soit plus équivalente. Mais est-ce que c'était plus l'espoir que tu avais en tête? Ça se peut aussi. Je ne sais pas, James. Mais je veux dire, c'était pas une bonne transaction de Jim Rutherford non plus. Je pense que depuis le début, c'était pas une bonne transaction. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. En plus, que Pittsburgh ont beaucoup de blessés. Fait que, on s'attendait à ce que Galchenyuk prenne du galon, joue sur un deuxième trio facilement. Malkin va monter. La profondeur était à questionner. Puis Crème, il n'a jamais su faire sa place, même avec les blessures. Fait que ça en dit long, là, je veux dire. Il n'a jamais été capable de s'installer comme il le faut à Pittsburgh. Minnesota, il n'a pas joué longtemps, mais l'organisation n'en veut déjà plus. Pierre Dorion, je pense que c'est un bon coup de l'essayer, ça coûte pas cher. Mais ça va être à Galchenyuk de répondre. Parce que il en a prouvé à lui-même, mais à beaucoup de monde aussi. Là. Je veux dire, c'est ça. Oui, ben ça, c'est une bonne façon de compléter ça, je pense, James. Puis tu as raison. C'est une dernière chance, puis ça va être à lui de le prouver. Ouais. Parfait. Quatrième nouvelle, la Ligue américaine de hockey qui a encore une fois repoussé sa date de retour au jeu. On sait que ce n'est pas certain à 100% que ça va être le 5 février 2021, mais pour l'instant, c'est une date approximative que la Ligue américaine de hockey a en tête. On espérait au départ un retour en décembre. Par la suite, on a repoussé ça en janvier. Et maintenant, on parle du 5 février 2021 pour la Ligue américaine de hockey. Pour beaucoup de joueurs, là, c'est une très mauvaise nouvelle. Premièrement, c'est le stress. Parce que du côté des salaires, c'est pas comme dans la Ligue nationale. Tu ne gagnes pas, par exemple, un 800 000 comme quand tu jouais dans la Ligue nationale. Tu gagnes un salaire de 70 000, peut-être 80 000 parfois. Tu gagnes un salaire d'un homme moyen, justement, comme par exemple un travailleur, peu importe au Québec. Donc, ne pas avoir premièrement, tu n'as pas été payé depuis mars dernier. Donc, ça va être un très grand stress. Ça va faire 1 an que tu n'as pas reçu aucun chèque de paye. Tu vas peut-être. Certains joueurs vont vraiment prendre une retraite de prématurée à cause de ça aussi. Et le fait que maintenant tu repousses encore la date, ben, tu n'as pas encore d'argent dans tes poches pour encore au moins un mois pour plusieurs joueurs. Donc, James, probablement, c'est une très mauvaise nouvelle pour plusieurs joueurs. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue américaine de hockey. Pour toi, James, est-ce qu'on a repoussé ça un peu trop loin? Est-ce qu'on a été trop vite à prendre cette décision de repousser ça encore une fois au 5 février? Je vais emmener ça encore plus loin. C'est une bien mauvaise nouvelle, pas juste pour la Ligue américaine de hockey. C'est une bien mauvaise nouvelle pour le développement des joueurs et pour la Ligue nationale de hockey également. C'est épouvantable
C'est vraiment pas le fun, cette nouvelle-là qu'on a appris aujourd'hui. C'est malheureux pour beaucoup de monde. Je te dirais que ce n'est pas la bonne nouvelle, là, selon moi. C'est trop loin, 5 novembre. 5 février, désolé. Tu l'as dit, 13 mars dernier, c'est la dernière fois que les joueurs ont joué au hockey. Ça fait 11 mois, ça, là, qu'ils vont rejouer un vrai match de hockey. Si ça a décollé le 5 février. Encore là, ici. Tu comprends? Fait que, je veux dire, Ligue nationale de hockey, on parle de janvier. On parle peut-être encore de repousser. Mais on aurait pu attendre encore de voir ce qui va se passer, là. Tu connais pas les nouveaux développements qu'ils vont avoir. Tu comprends? Même aux États-Unis. Qui va être élu, là? Je sais que ça n'a pas rapport, mais je veux dire, avec les autorités gouvernementales des États-Unis, ça peut peut-être changer les donnes à certains niveaux pour la santé publique, justement. Moi, j'aurais aimé qu'on attende, que ce soit un mois, qu'on aurait pu attendre de plus, pour s'assurer de prendre la meilleure décision possible. Puis en bout de ligne, dans un mois, si on annonce 5 février, ben, peut-être que plusieurs personnes auraient peut-être plus compris la décision. Pour le moment, je trouve que c'est le bonheur d'avoir pris cette décision-là. 5 février, ça nous mène loin. C'est encore beaucoup, beaucoup d'attentes pour certains joueurs. Puis une façon que ces joueurs-là restent actifs, ben écoute, c'est qu'on soit de s'entraîner, mais encore là, tu peux pas jouer de match. Quand tu joues pas de match pendant si longtemps, c'est très, très, très pas bon pour ton développement, c'est sûr, là, je veux dire. Puis les équipes de la Ligue nationale, il y a des espoirs dans ces gars-là, là. Des espoirs, il faut continuer à développer. Hein? Fait que c'est pas le fun. Puis c'est pas juste pour la Ligue américaine, c'est pour tout le monde, pour tout le monde du hockey. Ligue nationale, développement des joueurs, puis évidemment la Ligue américaine. Mais ça nous mène trop loin, je comprends pas. Je sais pas pourquoi on n'est pas capable d'installer un plan sécuritaire, mettre en place quelque chose qui a de l'allure. Mais bon, c'est ce que la Ligue a décidé. Ben, James, j'ai une question justement par rapport à ça. Tu l'as dit, pour le développement des joueurs, c'est très difficile. Qu'est-ce que les organisations ainsi que la Ligue américaine de hockey devraient mettre en place? Pas nécessairement en présentiel, mais peut-être plus donner, par exemple, des entraînements aux joueurs ou peu importe. C'est quoi tu as en tête présentement de ce côté-là? Je trouve ça, il faut que les gars continuent d'être actifs. Ils ont des coachs de ces équipes-là doivent rester en contact avec les joueurs. La communication doit être super importante dans ce temps-là. Hein. Les gars doivent qu'on soit s'entraîner sur glace, hors glace, garder la forme, patiner le plus possible pour garder des bonnes jambes. Tu as parlé de stress tantôt. S'il y a des gars qui ne se sentent pas bien, des psychologues sportifs, allez voir. Tu dois tout faire pour rester positif, mais également en forme. Parce que quand ça va décoller, il va falloir que tu sois prêt. Tu n'auras pas le choix, tu comprends? Euh, à ce niveau-là, tu vas devoir être prêt quand ça va starter. On ne sait pas quand encore. Il y a beaucoup de si, mais tu vas vraiment devoir être prêt. Il va falloir que tu répondes aux attentes. Donc, garder la forme, s'entraîner sur glace, hors glace, patiner en masse, garder tes jambes fraîches. Puis, s'il y a des gars qui, au niveau mental, c'est plus difficile, il y a des psychologues sportifs à aller voir, comme je te disais. Ben, dans le fond, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue américaine de hockey. On souhaite le meilleur certainement aux joueurs, aux organisations, ainsi que pour justement la Ligue américaine de hockey, dont c'est très difficile présentement. Parlant justement de retour au jeu, c'est la Ligue junior de l'Ontario, pardon, qui a annoncé son plan de retour au jeu, qui elle aussi devrait revenir en février. Une saison de 40 rencontres avec 8 équipes en séries éliminatoires à la place de 16. Euh, Cette annonce par la Ligue a été faite jeudi. Vendredi, la santé publique de l'Ontario, par la suite, a fait une annonce disant que dans ce retour au jeu-là, les joueurs ne pourraient pas jouer avec mise en échec. Ça fait vraiment jaser, je pense. Puis la Ligue de l'Ontario n'a toujours pas donné aucun communiqué de ce côté-là. Sauf qu'il faut se le dire, n'a aucun contact physique pour une ligue de hockey junior. Probablement juste du junior, par exemple du junior B. Ça a l'air juste farfelu de ne pas avoir de mise en échec. Imaginez-vous du junior majeur. C'est juste bizarre. La raison qui a été donnée, c'est le fait que dans la LHJMQ, avec vraiment la contagion qu'il y a eu en ce début de saison, on peut donner ça à cause justement des mises en échec. Veut pas, là, c'est pas juste les mises en échec, beaucoup à cause, ça peut juste être à une mise en jeu, par exemple. Je sais pas. Tu Ça viens peut de le dire, être Will. sur le banc des joueurs, tu es collé avec un autre joueur, juste dans la bulle, avec les autres joueurs, la contagion. Eh bien, c'est certain que ça va être un développement à suivre parce que si on pense à ça, la HGMQ, par exemple, qui joue avec contact physique, la Ligue de l'Ouest qui n'a pas encore parlé nécessairement de son retour au jeu, mais on peut s'attendre justement peut-être avec mise en échec de ce côté-là. Et par la suite, la Ligue de l'Ontario qui ne joue pas avec mise en échec. Si on arrive à la Coupe Memorial, qu'est-ce qui arrive? C'est quel règlement que tu vas prendre? Ça va être à la Ligue canadienne de hockey d'en décider, mais quand tu y penses, la Coupe Memorial devrait se jouer en Ontario. Donc, on parlerait-tu vraiment d'une Coupe Memorial sans contact? Ça, c'est quelque chose à suivre. James, tes impressions là-dessus, s'il te plaît. Will, t'as pas le droit de mise en échec. L'idée, c'est pas de contact, mais des contacts, il va en avoir pareil. Oui.
La contagion, le COVID-19, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il va en avoir par pareil. Il va y avoir des éclosions. Le virus, tu ne le vois pas, tu ne sais pas qui l'a. Des fois, tu l'as et tu es asymptomatique. Je veux dire, rendu là, pas de contact, t'as raison, c'est très bizarre. C'est du junior majeur. Comment tu vas. Comme, tu vas donner une punition au gars parce qu'il va faire une mise en échec. Tu vas lever ton bras, l'arbitre va lever son bras, va décerner une pénalité au joueur parce qu'il vient de décerner une mise en échec. C'est ça qui va arriver, là. Ça sent pas bon sens. Je veux dire, c'est du junior majeur, c'est pas. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, du tout. La GMQ le fait dans les maritimes, ça fonctionne. Je comprends que les maritimes et l'Ontario, c'est pas la même affaire, là. Mais à un certain moment donné, pas de contact, ça marche pas, là. Il va en avoir pareil des contacts, la contagion, elle peut toujours être là pareil. Tu sais, je comprends que c'est peut-être un moyen, mais c'est pour une ligue genre majeure, ça se peut pas. Ça pas bon sens. Mais James, Tu sais, si on parle des bagarres, je pense que ça a quelque chose. Tu sais, si tu dis pas de bagarre, ça c'est correct. Mais je veux dire, c'est une façon de contagion. Je veux dire, ah un oui. point sur le visage, il y a la contagion là-dessus. Mais je veux dire, une mise en échec, normalement, ça va être jersey to jersey, ça va être gilet sur gilet. Il n'y a pas nécessairement de contagion là-dessus. C'est justement, les équipements sont là, mais je ne comprends pas. Ils vont avoir pareil des contacts, oui, c'est ça que je me dis. T'as beau dire pas de mise en échec, c'est pas de la banque quand tu une bataille pour la rondelle un contre un, là. Tu vas te retenir, tu iras pas chercher la puck. Hein, il l'a déjà, je vais pas y aller. Non, tu vas y aller chercher la puck, tu vas vouloir rentrer dans le tas. Ouais. Là, C'est si certain tu donnes qu'il une va y mise avoir en des échec, marqués. là, si tu donnes une mise en échec, ouais. Tout, pénalité aux 2 minutes. Mais non, je comprends pas. À ce niveau-là, je comprends pas, je trouve ça bizarre. La LGMQ continue à regarder ses mises en échec pour le moment. Puis c'est ce qu'il faut faire, c'est ça du hockey, là. Je veux Ben, dire, tant qu'à ça, on jouera pas, Will, là. Je veux pas être plate, là, mais c'est ça, là. ben, James, je pense que la Ligue canadienne de hockey va avoir un gros mot à dire sûrement dans ce dossier parce que c'est certain que la Ligue junior de l'Ontario va avoir aussi quelques plaintes à formuler à la santé publique. C'est sûr parce qu'on parle de février, là, il y a un bon moment avant ça. Tu as Mais tu beaucoup de sais, temps d'avoir du changement de ce côté-là. justement, c'est le temps qu'il va nous dire, puis il y a du temps encore avant ce temps-là. Pour commencer, tu peux commencer comme ça, mais je vois pas comment on peut faire une coupe Memorial, tu as apporté le point tantôt, sans mise en échec, sans contact. Écoute, il y a des clubs juniors majeurs qui misent sur la robustesse pour. Tu sais, ça a l'air fou, on dit de même, mais il y a des clubs, même affaire dans la nationale, les clubs de l'Ouest, là, il y a des clubs qui misent sur la robustesse, l'échec avant, euh, pour justement faire la part de leur succès. Rendu là, l'équipe qui a plus le droit de frapper, mais qui misait beaucoup là-dessus, est très, très, très désavantagée. C'est ça le hockey. Je veux dire, puis je reviens encore au contact, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Tu sais, pour commencer, tu dis pas de mise en échec, mais il va en avoir à un certain moment donné, pareil, là. Tu vas aller chercher la rondelle dans le coin, c'est quoi? Tu iras pas parce que le gars il est là, puis tu veux pas aller l'accrocher. Tu veux pas avoir de contact, mais ça marche pas, là. Donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai pu continuer à garder ses mises en échec, c'est correct dans ce dossier-là. Mais la Ligue canadienne et puis la Ligue de l'Ontario et puis la santé publique, en fait, vont avoir des discussions. Ils n'auront pas le choix d'avoir des discussions pour essayer d'avoir des développements à ce niveau-là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Je me dis, tant qu'à ça, on n'a même pas joué. Tu sais, commencer pas de mise en échec des camps, peut-être, avec les équipes, des matchs hors concours. Pas de mise en échec, peut-être, mais une vraie saison où il y a des points importants à aller chercher pour. On dit que c'est 8 équipes qui pourraient seulement rentrer en série. C'est des équipes qui ont des avantages à ce niveau-là. Je comprends pas. C'est pas du. Comme je dis, c'est du hockey junior majeur. J'en ai jamais vu ça pas de mise en échec. Je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, là, mais. Ben, James, je suis d'accord avec toi. Là. Selon moi, il va y avoir mise en échec à un moment. Mais je pense que pour l'instant, le mieux, c'est de regarder la situation se passer. C'est certain que la OHL va être certainement proactive de ce côté-là. La CHL va avoir sûrement un mot à dire de ce côté-là aussi. Et par la suite, ben, du côté de la santé publique de l'Ontario, on va sûrement parler avec la santé publique au Québec, voir est-ce que c'est vraiment un point de contagion ou pas. Selon moi, il y a beaucoup de temps Tu jusqu'en sais, février pour voir ce qui va se passer. tu as parlé d'éclosion, c'est dans la GMQ. C'est surtout l'Armada et le Phoenix dans le deuxième week-end d'activité qu'il y a eu des cas, là. Mais c'est qu'ils ont joué 2 matchs dans le même week-end, un contre l'autre. C'est pas nécessairement c'est mises en échec, ça s'est fait, là. Tu as parlé des mises en jeu. Ça, c'est très possible que ça, c'est mises en jeu, là. Puis quand tu vas chercher une rondelle dans le coin, puis t'es un contre un contre le gars, c'est pas nécessairement sur une mise en échec, mais t'es un contre un, t'es collé. En tout cas, pas de mise en échec, ça changera pas grand-chose pour moi. Là, je veux dire, il va COVID, pas de COVID, il va en avoir pareil. Là. Ça changera pas du jour au lendemain, cette affaire-là. Là. C'est bon, mon Will. Bon, James, pour passer un petit mot sur Mitchell Miller. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un choix de quatrième ronde des Coyotes au dernier repêchage de la Ligue nationale. Justement, l'ancien espoir des Coyotes, vous allez comprendre tantôt,
aurait tenu dans le passé des propos racistes ainsi que des actions racistes contre un camarade de classe qui était afro-américain, oui, et aussi avec une certaine maladie mentale. Et justement, les Coyotes ont décidé de renoncer aux droits de Mitchell Miller. Et par la suite, c'est l'Université de North Dakota, qui était justement l'université pour laquelle évoluait Mitchell Miller, qui a décidé de renier le joueur du programme. Donc, un petit mot là-dessus sur l'espoir, l'ancien espoir des Coyotes de l'Arizona. C'est dégueulasse cette affaire-là, Will. Je pense que c'est la bonne décision qui a été prise par les Coyotes de l'Arizona de dire on coupe les ponts avec toi, merci, bonsoir. Même affaire pour son université. Je pense que ça peut vraiment compromettre écoute, sa carrière de hockey, là, sa carrière en Ligue nationale, son parcours hockey, on ne sait pas où ce qui serait envenu. Mais je pense que c'est pas vraiment pas bon pour lui. Il a payé pour ce qu'il a fait dans le passé. Je comprends que ça fait longtemps. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est ressorti aux nouvelles, puis tu peux pas accepter ça en tant que club. Pour l'image de l'organisation des Coyotes aussi que tu as protégé, je pense que c'est la bonne décision qui a été rendue. C'est tout à fait dégueulasse ce qu'il a fait, ça se fait pour. Regarde. Faut qu'il paye, faut qu'il écope, la sanction est bonne. Puis je le dis encore, l'image des Coyotes était à protéger, puis ils ont fait avec ce qu'il y avait à faire. Ouais, les Coyotes n'ont pas pris la meilleure décision au départ. Au départ, les Coyotes avaient décidé de travailler avec Mitchell Miller pour ainsi faire un peu une campagne contre l'intimidation ainsi contre le racisme avec justement l'espoir des Coyotes pour que le monde apprenne justement de ça. Je pense que c'est plus le public qui est vraiment l'idée du public là-dessus qui a fait en sorte que les Coyotes ont dit finalement, on va le laisser partir. Je veux dire, Mais ça, c'est pas quelque chose de positif à entendre. Oui, les Coyotes ont fait de la bonne chose, ils l'ont laissé partir. Sauf qu'au départ, c'est pas ce que tu avais en tête. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que plusieurs personnes vont encore se remémorer peut-être pour l'image des Coyotes de l'Arizona. Ouais, mais les Coyotes, ce qu'ils voulaient faire, c'est peut-être plus sensibiliser leurs jeunes. Ils viennent de le repêcher. C'était pas envie de laisser partir non plus. Là. C'est pas ce qu'il y avait derrière la tête dans l'idée. C'est vraiment pour ça qu'ils pensaient. Sensibiliser le jeune, faire comprendre, je sais pas. Mais bref, la nouvelle a été rendue aujourd'hui. Il coupe les ponts. Puis je pense que c'est correct à ce niveau-là. Mais comme je dis, ça va brimer sa carrière hockey, peut-être lui là. Ouais, c'est malheureusement terminé, puis il veut pas pour le reste de sa vie. C'est un peu un exemple que tu mets sur ce joueur, cet homme aussi, pas juste ce joueur de hockey-là, mais pour cet individu-là aussi dans le monde entier. C'est quoi ton nom? C'est Mitchell Miller. Ah bien, tu comprends-tu? Tu as fait telle chose dans le passé. C'est Le bien de monde va valeur. s'en rappeler. C'est bien de valeur, mais non. C'est ça. Fait que, en plus, tu sais que ça s'est passé à l'école, Oui, dans une c'est un camarade de camarade classe. de classe. N'importe quoi, cette affaire-là. Faut apprendre à savoir vivre à un certain moment donné. Je sais bien que ça fait longtemps, mais écoute, c'est le passé qui vient le rattraper. Will, on a parlé beaucoup de hockey junior. Juste dire un mot en terminant là-dessus. On sait que la GMQ, dans les Maritimes, ça joue au hockey, mais qu'également, il y avait certaines équipes du Québec qui faisaient le retour à l'action aujourd'hui, ce soir, en ce vendredi soir. Je donne un petit peu les équipes qui jouaient. On avait le Wildcats de Moncton qui affrontait le Titan d'Acadie Batters. Le Titan qui est tout fou tout flamme en ce début de saison dans leurs 9 premiers matchs parce que c'est le 9e match ce soir. Le Titan était invaincu en temps réglementaire. Donc le Titan est imbattable à la régulière. Je pense que c'est 7 victoires, une défaite en fusillade et une défaite en prolongation. D'ailleurs, la défaite en prolongation est venue ce soir par la marque de 7-6 face aux Wildcats de Moncton. Les Islanders de Charlottetown ont donné une dégelée au Moussez Halifax 7-1 la marque finale. Autre match en prolongation, c'est les Eagles du Cabreton face aux Sea Dogs de Saint John. Les Sea Dogs qui s'inclinent encore une fois, Will. Les Eagles qui l'emportent 5-4 en prolongation. Les Sea Dogs vont devoir step up leur jeu, si on me permet l'expression. Ça commence mal, puis c'est une équipe qu'on voyait quand même classer d'une belle façon pour cette année. Encore un match en fusillade. Deux équipes non pas redoutables cette saison. L'Océanique de Rimouski face au Dracor de Bécomo. Le Dracor de Bécomo l'emporte 2-1 dans ce match-là. Finalement, pour terminer le dernier match à l'affiche, les Foreurs de Val-d'Or disputaient la victoire là, face aux Huskies de Rwanda. Les Huskies, malheureusement, qui s'inclinent par la marque de 4-1 face aux Foreurs. Ça conclut là, ce que j'avais à dire sur la GMQ. Quelque chose de positif, c'est que justement, les activités ont repris au Québec 4 équipes. Foreurs, Huskies, Drakkar, Oceanic, au moins c'est positif. On sait que pour les équipes en zone rouge, normalement, la GMQ ne veut, et la santé publique surtout, la GMQ veut, mais la santé publique n'autorise pas les matchs. Il y a encore des projets de ville-bulle qui se discutent. Il y a beaucoup de discussions dans les prochaines semaines, prochains jours. Hâte de voir ce que ça va débloquer. Mais pour le moment, dans les maritimes, ça se poursuit. Je disais, le Titan est assez incroyable. D'un autre part, là, les Sea Dogs doivent se réveiller. Mais ça ressemble pas mal à ça.
Je pense que c'est positif qu'on ait eu du hockey ce soir pour la LGMQ puis pour tout le monde. Oui, dans les maritimes, mais surtout au Québec. Enfin. Donc, merci Will d'avoir été là pour la chronique Les Informateurs. On reprend ça la semaine prochaine. Puis en attendant, là, on va peut-être y aller avec une émission spéciale en fin de semaine. Là, pourquoi pas. Pas de problème, James. Donc, merci. Merci tout le monde également d'avoir été là. Et puis, bonne fin de soirée. Bye bye à la prochaine. Salut tout le monde.